Les gaz ont envahi les couloirs du métro et je dus descendre de la rame. Sur le quai, des volontaires de la Croix-Rouge emportaient les blessés à l'air libre, mais c'était pire. Des policiers, caparaçonnés, les attendaient et ceux qui ne voulaient pas monter dans les bus grillagés étaient battus. Mes yeux brûlaient et j'avais du mal à respirer. Je sortis plié en deux derrière un groupe qui se fit matraquer en haut des marches. Un homme masqué s'avança et brandit une crosse de fusil au-dessus de ma tête. Mais près du bus, quelqu'un tenta de s'échapper et lui courut après. Je marchais jusqu'au coin de l'avenue, suffocant dans une brume formidable. Les manifestants surgissaient comme des fantômes, jetaient des pierres en hurlant, puis disparaissaient à nouveau entre les voitures en feu. On aurait dit des troupeaux de buffles chassés par une meute de chiens. Je m'éloignais, mais le vacarme continuait. Des grenades explosèrent en grappes serrées. J'allais prendre une rue en biais quand je la vis de l'autre côté de l'avenue, entre deux colonnes de fumée. Elle avait un foulard sur le nez et ce n'était qu'une silhouette, mais c'était elle, j'en étais sûre. Je criais, mais ma voix se perdit. La fumée tourna, elle disparut. Il y avait des années que je ne l'avais vue, mais je savais qu'elle habitait ici, dans ce pays d'où venait sa famille, la famille de sa mère. C'était l'unique raison pour laquelle j'avais accepté cette conférence. Au milieu d'une place déserte, sur le chemin de l'hôtel, je croisais un vieil homme aux yeux rougis par les gaz. Des panneaux et des bancs arrachés jonchaient le sol. Des poubelles brûlées fumaient encore et les rideaux de fer des magasins étaient baissés. Un mouchoir sur le nez, le vieux contemplait cette désolation et répétait un mot que je ne connaissais pas. La nuit tomba, elle fut brusque, à un crépuscule de printemps. À chaque barrage, des hommes en civil escortés de militaires ouvrirent mon sac et demandèrent mes papiers. Ils voulaient savoir d'où je venais et examinaient mes mains et mes yeux gonflés. Je disais touriste, désignais en grimaçant les avenues en contrebas où on se battait encore, et ils me laissaient passer en répétant touriste, hôtel, le doigt tendu comme si j'étais un enfant à qui on ordonne de filer dans sa chambre. Son numéro de téléphone était là, sur la table de nuit. Je pris le papier, le composai et raccrochai sans même attendre la première sonnerie. Je le composai de nouveau et raccrochai encore, puis jetai le téléphone sur le lit. Quoi lui dire ? Bonjour, c'est moi, je suis ici, on peut se voir. À la télé, je regardais les défilés du matin, puis les affrontements de l'après-midi. Peut-être allais-je l'apercevoir dans la foule. Avant de prendre l'avion, j'avais regardé tous les reportages sur les émeutes, les vidéos amateurs postées sur le net. Aucune image d'elle. Je m'étais peut-être trompée tout à l'heure. Le Premier ministre parla, condamna les violences, les attribua aux casseurs et aux extrémistes. Je ne comprenais pas, mais savais ce qu'il disait. Toujours la même chose à chaque intervention. Ces réformes ne lui faisaient pas plaisir à lui non plus, mais il le fallait. Il s'y résignait avec courage pour le bien de tous et du pays. Ce ton me rappelait à chaque fois la voix blanche et désolée de ce discours de Pétain que mes grands-parents avaient entendu en juin 40. La comparaison m'avait d'abord fait rire, puis je l'avais trouvé terrible. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Mais le combat ne cessait pas. Il y a quelques mois, les premières armes à feu étaient apparues. Un policier était mort, on brandissait les portraits des manifestants blessés. Et depuis, je ne cessais de penser à elle dans ce chaos. C'est la première dictature économique, avait crié quelqu'un cet après-midi pendant la conférence. Sur le moment, je n'avais pas prêté attention à cette formule, traduite en anglais. Mais elle était parfaite, s'acharner à faire le bonheur des gens malgré eux. On m'avait invité pour que je donne mon avis sur cette contestation, mais je scrutais dans le public les visages tournés vers l'estrade où nous étions installés, et j'avais peur d'y découvrir le sien. Peur et follement envie. Lorsque mon tour vint de parler, je fus décevant et heureux qu'elle ne fût pas là. On me posa pourtant les mêmes questions qu'autrefois, sur les fantômes affamés, et je répétais ce que j'avais dit 1000 fois. Despotes sympathiques, culture de la jouissance, oubli des pauvres, des malades, de tout ce qui attriste et ne consomme pas, pour mieux démanteler l'antique système de protection sociale. Oubli enfin de l'ennuyeuse réflexion remplacée par le mot d'esprit plus séduisant. J'égrenais mon vieux credo. La droite avait gagné sa guerre culturelle. Une pauvre récitation de ce que disait mon jeu et que tout le monde ici connaissait par cœur. Je transpirais, trouvais la lumière trop crue. Même mon exposé vedette sur la soft tyranny et le marché imposé comme un mode de vie indépassable et promesse de bonheur universel me fatigua moi-même. Je n'avais plus rien de l'enthousiasme qui m'avait porté quand les fantômes étaient sortis. La femme qui distribuait la parole m'interrompit, et c'est un jeune orateur qui se chargea d'enflammer la foule avec des slogans simples qui achevèrent de me déprimer. Il fallait se battre, lancer des pierres, désobéir. Ils avaient eux aussi cessé de réfléchir. En sortant, seule une femme qui parlait bien anglais m'aborda. Les fantômes avaient été pour elle une révélation quand elle avait 17 ans. Elle cita d'autres jeux plus récents dans la lignée du mien, et me demanda ce que je faisais aujourd'hui. Je fus polie. Cela faisait 7 ans que je n'étais pas sortie de ma campagne. Je ne savais même pas qui avait déterré mon nom pour me propulser sur cette estrade.
Elle insista. Je répondis honnêtement. Le succès du jeu m'a d'abord enivré, dis-je, puis laissé comme mort, disons muet. Mais elle ne comprit pas et demanda si j'avais été malade. Non, j'ai essayé de créer d'autres jeux, mais ce n'était que des redites, alors j'ai abandonné. La vérité, c'est que je n'avais plus rien à dire. Et elle rit. Vraiment? Même avec ce qui se passe aujourd'hui? Non, rien de plus. D'ailleurs, on parle trop. Il faudrait un long silence pour nous purger des images et des slogans. Même ici, dis-je en montrant la salle. On pense que les mots sont différents et que ça suffit. Générosité, partage, solidarité, vivre différemment, être soi. Et on saute sur place en battant des mains. Mais au fond, c'est pareil. Rien de construit, pas de réflexion. Parce que c'est emmerdant, la réflexion. Nike emploie les mêmes mots. Faites l'essai. Nike, think different, be yourself. Et des millions d'imbéciles se croisent dans les rues, chaussés des mêmes Nike, persuadés qu'ils sont uniques et pensent par eux-mêmes parce qu'ils ont dépensé 200 $. Je la regardais soudain d'un air terrible. C'est pour ça qu'on a perdu. Petits mots, petites phrases, petites idées. Mais il y a enfin des débats, les gens se parlent, les idées circulent sur les réseaux sociaux. Formidable, disons que ça circule, mais pas la moindre idée. C'est comme s'il y avait quelque part un immense réservoir de formules toutes faites et de citations d'Oscar Wilde ou de Wittgenstein prêtes à copier, coller sur Twitter, Facebook et autres. Pas plus de 140 caractères, hein, sinon personne n'aime ton statut et personne ne vient à ta manif, c'est pareil. C'est juste de la colère, une jacquerie. Sans penser, sans inviter, sans inventer, on perdra encore. Je vis qu'elle ne savait plus comment me fausser compagnie et partit d'un grand rire pour la libérer. Pardon, dis-je, je me trompe peut-être, je vous retiens. Mais je n'ai vraiment eu qu'une seule idée dans ma vie et je ne sais pas la résumer en un mot. C'est ça l'idée, justement. Il sourit, gêné, et s'esquiva en répétant. C'était un jeu génial, en tout cas. Vraiment génial. Puis j'ai repris le métro et les gaz. Midi. Il a plu toute la nuit et la ville sent les ordures et la décharge mouillée. Je n'ose toujours pas appeler. Son adresse à la main, je me bourre de pâtisserie, de café et traîne près de chez elle dans l'espoir de la croiser. Je sonne enfin et je transpire et je voudrais qu'elle n'habite plus là. Un jeune homme ouvre la porte et demande ce que je veux. « I'm looking for Lara ». Il se retourne vers l'obscurité de la maison, il appelle et une voix lui répond. J'entends des pas, c'est David. Il n'a pas vraiment changé depuis cette soirée au château. Quelques cheveux gris mais toujours ses yeux noirs et profonds. Il lève les bras, pose les mains sur mes épaules et répète mon nom comme si nous étions de vieux compagnons. Puis il se retourne et lance dans le couloir. « Kate, devine qui c'est ?» Kate ne répondit pas et il me tira à l'intérieur, jusqu'au jardin. Il y avait là une dizaine de personnes occupées à boire du thé et à discuter devant une vieille télé posée sur le rebord de la fenêtre, diffusant les images de la veille. « Lara est partie travailler, dit David. Elle n'arrête pas, elle a un énorme bleu derrière le genou, mais a quand même voulu y aller. Je repasserai. Elle ne devrait pas en avoir pour longtemps. Tu veux du thé ? On a vu ton nom sur l'affiche de la conférencière, mais on n'a pas pu y aller. C'était bien ? Pas mal. » Nous sommes restés là, assis sur de vieux transats, aussi mal à l'aise l'un que l'autre. Kate arriva, fit le tour du jardin. Un jardin de terre battue et de sièges d'occasion dont personne ne prenait soin. Elle vint m'embrasser, parla au groupe qui regardait les infos, et revint nous dire que c'était décidé, on irait tous au port du Sama pour déjeuner. « Ça sera drôle, on se baignera et on sera de retour à temps », ajouta-t-elle. Le soleil était déjà haut et tapait doucement sur le mur. À chaque instant, j'avais envie de m'enfuir et à chaque instant, j'y renonçais, comme dans ces salles d'attente où on patiente depuis trop longtemps pour s'en aller. Cela faisait 8 ans que je n'avais pas vu, depuis la fuite dans le parc du château. Nous ne nous étions jamais dit au revoir, jamais reparlé, et aujourd'hui j'avais encore peur de sa colère. Elle porte un toast, boit un verre de vin blanc et je peux sans crainte regarder ses lèvres, celles qui m'ont embrassée, que j'ai mordues et caressées, pour lesquelles je me serais fait tuer. Mais devant la mer, sur le port de Sama, elles ne sont plus les mêmes. Ce sont ses lèvres d'ici, le sel les a un peu fendillées et pâlies. Nos regards se croisent parfois et se détournent aussitôt, gênés. Tout le monde trinque, chacun a quelque chose à dire dans cette langue que je ne comprends pas. La cuisinière apporte le poisson grillé, David emplit les assiettes, des légumes, du pain. David est très gai, raconte une histoire qui fait beaucoup rire, et il montrait volontiers sur la table pour la mimer s'il pouvait. Un instant, je le soupçonne de s'agiter ainsi parce que je suis là, pour que Lara ne s'intéresse pas à moi. Mais elle ne lui prête pas attention. Elle attrape une des galettes, un pain craquant, presque sans mie et piqué de minces brûlures. Il y a là, dans cette dentelle noircie, dans cet infime goût de braise et de feu, des millénaires de raffinement. Peut-être est-ce pour cela, pour ce pain-là, qu'elle est revenue dans ce pays après la mort de sa mère. Dans un mauvais anglais, mon voisin essaye de m'expliquer ce qui se passe ici et pourquoi ils iront tous manifester ce soir. Il me montre au loin le port de commerce. L'État l'a vendu aux Chinois, comme il a vendu des plages, des îles, des musées. Les anciens dockers ne travaillent plus, seulement des Chinois.
Ils les amènent par bateau entier, ils ne sortent jamais. C'est pour ça aussi que les néo-nazis sont entrés au Parlement. C'est fou, alors qu'on a inventé la démocratie. Je dis que si ça arrive chez moi, je m'en vais. Il lève les yeux au ciel. Faut se battre. Je n'ai pas envie de parler politique. Heureusement, Lara est toujours aussi maladroite et renverse du vin sur la chemise blanche qu'elle a passée tout à l'heure en sortant de l'eau. On l'applaudit, elle éponge vaguement, puis parle d'autre chose. En arrivant sur la plage, j'ai vu ses jambes, son bleu derrière le genou, et puis son dos et ses fesses dans son maillot quand elle est allée vers la mer avec David. Son corps n'a pas vraiment changé, mais je la reconnais mal. Seul le souvenir est fidèle quand c'est le passé qu'on vient chercher. Dans les vagues, elle s'est retournée, m'a crié de venir. « Elle est bonne, allez !» Je n'avais pas de maillot et je ne voulais pas qu'elle me voie sans vêtements. Autour des hanches, ma peau commençait à flotter. J'avais maigri et me trouvais vieux. J'attendis qu'elle soit loin pour me mettre à l'eau. J'exagérais tout, la rencontre exagérait tout. Quand elle est arrivée dans le jardin tout à l'heure, mon cœur a battu. Encore une fois, quoi lui dire ? Puis j'ai vu son vélo, celui que je lui avais offert quand on s'est rencontrés. Le guidon et la selle n'étaient plus les mêmes et je voulus en parler, mais elle dit aussitôt « Je ne t'embrasse pas, j'ai de la peinture partout. » « Tu viens de ton atelier ? » ?»« Non, je repeins des appartements. » Elle dit qu'elle ne louait plus d'atelier, elle était peintre en bâtiment. Murs et plafonds avec des frises, des petites fresques et des couleurs chez des gens qui n'en avaient pas les moyens. Elle avait hérité de sa mère assez d'argent pour vivre et faisait ça presque gratuitement. Aujourd'hui, c'était plus difficile. Elle travaillait le soir dans un hôtel. Pas comme le mien, non. Il était trop chic pour engager une fille comme elle. Je répondis que je la trouvais très chic, mais elle ne sourit pas. Elle parlait avec sérieux. De toute façon, je n'étais pas très douée. Elle me fit signe de me taire. Je ne savais même pas pourquoi je peignais. Maintenant, je sais. Les gens vivent un peu mieux dans les appartements que je repeins. Si tu voyais où ils vivent. Mais ce n'est pas de la charité. C'est à moi que ça fait du bien. Je repeins ma maison, ce pays. J'offre un peu de couleur et ça suffit à me rendre heureuse. En s'éloignant pour aller prendre une douche, elle se retourna et dit « Tu vois, j'ai fini par faire quelque chose avec mes pinceaux et mes rouleaux. Je trouvais ça un peu angélique, mais elle avait disparu et se moquait de ce que je pensais. » Avant de partir déjeuner, elle avait monté le vélo posé contre le mur. On ne me l'a pas encore volé, je l'adore. Mais bon, je crois que je vais devoir l'abandonner un moment avec mon genou. Je suis tombée l'autre jour et je ne sais pas quand je pourrai m'en servir tout de suite. J'éclatais de rire. C'était le genre de phrase qui me faisait l'aimer autrefois. Je ne sais pas quand je pourrai m'en servir tout de suite. Des phrases d'où s'échappaient ses passions et ses élans, comme ce désir enfantin de rouler sans attendre. Après le café, tout le monde descendit jouer aux cartes sur le port. Lara s'inquiéta pour moi. Je ne me suis pas ennuyée, dis-je. Tes amis sont gais. Elle parla de la ville, du pays, des gens. Elle était polie, distante et je regrettais d'être venue. Puis elle se leva. Il faut que je marche un peu pour mon genou. Nous sommes allés au bout de la digue. Sur la mer, le soleil baissait déjà et au loin, les ferries brillaient comme des lingots. Je m'assis à côté d'elle sur les derniers rochers, un nœud dans le ventre. Elle chercha David des yeux, agita le bras pour montrer qu'elle était là, puis se retourna vers moi. « Maintenant, dis-moi ce que tu fous ici. » Elle était dure, mais contente. J'ai eu l'impression de revivre la scène du château. « Je suis venue te voir, dis-je, voir comment tu allais. » Elle a soupiré et a souri. « Je vais bien, tu vois. Ça te suffit ou tu veux te soulager ? Tu as des regrets, des remords, peut-être ? » « Tous les jours. » « Pas moi, mais bon, allons-y si c'est ce que tu veux. » Elle se tut et attendit. J'avais imaginé tellement de choses que je ne savais quoi dire. Je n'avais plus envie. Au bout d'un moment, elle dit « Tu es toujours avec Alexandra ?»« Non, ça fait 3 ans. On était dans le sud, mais ça n'a pas marché. Enfin, là-bas, j'ai pu m'occuper de 1848. C'est devenu les fantômes. J'ai été contente pour toi. » « Vraiment ? Vraiment, oui. » Elle avait les pieds posés sur les roches noires et les ongles peints. Elle les peignait quand on s'était rencontrés la première fois au bord de la mer déjà. Elle dit « Je t'en ai voulu longtemps, mais ça me paraît loin. » « Moi, je t'en ai voulu pour Fred. » Elle sourit. « T'es bête. Ça faisait des années qu'il était amoureux de moi, la fille du patron. J'ai eu l'impression de te punir et de punir Alexandra. » Elle regarda l'horizon, comme si elle se voyait là-bas avec Fred et éclata de rire. « C'était con, non ? Si c'est pour ça que tu es sortie avec lui, oui. Mais bon, le con au départ, c'est moi. » Elle pencha la tête et pour la première fois, sa voix s'adoucit. « Je ne sais pas, dit-elle. Je ne sais pas ce qui est le plus bête. Je n'avais pas beaucoup vécu, tu sais. Tu étais ma première vraie histoire et c'était tout ou rien. Tu m'aimes pas, tu me trompes, je te quitte. Aujourd'hui, ça serait différent, je crois. Mais j'étais comme ça, oui. » Elle hésita et sourit franchement. « Par exemple, c'est un peu ridicule ce que je vais te dire. Quand je suis partie la nuit où on se séparait, eh bien, en traversant le parc pour aller chez Kate, je me suis sentie, je sais pas, comme une héroïne de roman ou de film. Comme dans Tess ou Adèle H. Je pleurais en culotte dans les chambres, mais en même temps, j'étais ça. Oui, une héroïne de roman dans sa robe de velours déchirée, qui fuit dans les ronces et qui va mourir d'amour. J'avais mal, mais c'était ma grande scène, et pour moi, l'amour, ça devait ressembler à ça. » Elle s'arrêta et éclata de rire. « La grande scène en culotte, c'est vrai. Je me le suis pas dit sur le moment, mais j'étais vraiment la fille trahie et désespérée qui titube de douleur dans Orgueil et Préjugés. Et il fallait que je montre mes larmes à quelqu'un. N'empêche, c'était mon premier chagrin d'amour et j'en ai bavé.
Mais je ne suis pas morte, j'ai seulement vieilli. Non, tu es très belle. J'ai dit gravement pour qu'on oublie le ton de la blague et qu'on ait le courage de parler vraiment. Eh bien moi, ça m'a tuée. Ça m'a tuée d'autant plus que je me suis tuée tout seul en faisant cette connerie. Arrête, c'est la vérité, Lara. J'étais ton premier amour, mais toi tu étais le dernier. Depuis, il ne s'est rien passé. Enfin si, c'est méchant ce que je dis. Il y a eu des moments bien, mais depuis tout ce temps je pense à toi. Et elle serra ses bras contre sa poitrine comme si elle avait froid. J'avais peur de ce qu'elle allait dire et pour ne pas voir son visage, je fixais les éclats de peinture qu'elle avait encore dans les cheveux. J'ai oublié parfois, j'ai travaillé, je me suis acharnée pour que ça marche, ma nouvelle vie, mais c'est revenu. C'est toi qui es revenu. Comme un revenant, un fantôme qui ne me quittait pas ou que je ne voulais pas laisser partir. Comme si tu étais toujours là à côté de moi. J'avais peur, mon sang battait. Après un long silence, elle posa sa main sur mon épaule et dit « Je suis là, à côté de toi. Tu n'es jamais vraiment parti, toi non plus, et je n'ai pas oublié. » Je passai mon bras dans son dos et glissai la main sur sa hanche. Je reconnus enfin le grain de sa peau à la fois inchangé et nouveau. Et ce fut comme si le chaos du monde prenait sens et s'éclairait, comme si tout avait conspiré dans l'obscurité pour que nous soyons là, ensemble, sur cette digue. Nous regardions l'horizon, le menton sur nos genoux, et j'eus la certitude que chaque geste, chaque parole heureuse ou malheureuse qui nous avait menés ici, en ce lieu précis, en cet instant précis, était absolument nécessaire. Le message et la trahison, la séparation et les années de silence. Oui, tout était venu comme il devait, selon un ordre infaillible pour que cet amour soit enfin vrai. Tout était à sa place, jusqu'à ses ongles peints devant la mer. Le soleil descendait doucement. Au loin, le port de commerce s'éclaira et les files de camions, comme de longues colonies de fourmis, reprirent leur va-et-vient. Nous les regardâmes un moment et rejoignîmes les autres sur le quai. Des enfants criaient, des familles pique-niquaient devant les bateaux de pêche. La paix du soir était descendue sur ce minuscule bout de terre, et à un instant on aurait pu croire qu'il en serait ainsi à tout jamais. Nous marchons maintenant dans l'obscurité sur l'immense avenue qui mène au bâtiment officiel. Nous marchons en cortège le long des boutiques de luxe et des banques et le long des hôtels à colonnes et des cabinets d'assurance. Leurs rideaux sont tirés, mais au-dessus de nos têtes, les enseignes et les écrans géants font tournoyer les nouvelles voitures et les tablettes multimédia qui doivent changer nos vies. Souvent, Lara me regarde, étonnée et ravie qu'il y ait tant de monde, et je sens autour de nous la puissance de cette foule qui avance. Elle me regarde comme pour dire « Tu vois, tu avais raison et tu as eu raison de me suivre ». Et je souris bêtement, heureux de sentir notre existence s'épaissir de celle de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. On est combien a demandé David quand le cortège est parti 200, 300 000 Chacun a donné son avis et répété que cette fois la police et les milices n'oseraient pas intervenir. La nuit est fraîche, mais le flot est si dense que ma chemise est trempée. Le t-shirt de Lara colle aussi à sa peau et je sens nos sueurs se mêler. Tout à l'heure j'étais venue pour elle, à présent j'ai confiance. Mes doutes, mes aigreurs et ce sentiment d'inéluctable défaite ont disparu. Je reprends en cœur les slogans et les chansons que crie la foule et que Lara me traduit. Nous vîmes bientôt le palais en bas de l'avenue. On avait éteint les projecteurs qui d'habitude l'éclairaient, et au-dessus de la marée des têtes, il semblait flotter, immense et sombre comme un temple interdit. Là-bas, le début du cortège envahit la grande place devant le bâtiment, et nous fûmes bloqués. Lara nous entraîna sur le côté où on pouvait encore s'approcher en longeant les immeubles. Elle voulait voir être au premier rang pour que les députés qui siégeaient encore l'entendent elle aussi. Arrivés en bas à coups de coude, nous butâmes sur des dizaines de cars de la police. Ils bloquaient l'accès. Soudés à l'avant de leur capot, des pans de grillage contenaient la foule comme des pare-buffles géants ou les clôtures d'un terrain de jeu. Derrière nous, la pression devint intense. Une vieille femme tomba et il fallut l'évacuer. À chaque slogan, une rumeur immense roulait jusqu'à l'autre bout de la ville. Lara regardait les fenêtres aveugles du bâtiment et continuait à crier. Soudain, de petits groupes d'hommes masqués par des foulards fondirent la foule, tapant sur les têtes pour qu'elle s'écarte. Ils secouèrent les grillages en s'y suspendant. Près d'eux, je crus reconnaître le chauve qui dansait et les encourageait. Le service d'ordre voulut les arrêter, mais des pierres venues de l'arrière volèrent au-dessus de nos têtes pour frapper les rangs des policiers qu'on apercevait derrière les cars, sur l'esplanade qui nous séparait encore du palais. On les voyait esquiver, lever leurs boucliers pour se protéger, mais ils ne bougeaient pas. Quand l'un d'eux tombait, un autre le remplaçait, les lignes se reformaient sous les projectiles. « Quand on les lâchera, dis-je à Lara, ils vont nous massacrer, faut pas rester là. » L'ambiance avait changé. Un policier s'effondra, la bouche ouverte comme un poisson. Les hommes au foulard hurlèrent de joie et les pierres et les morceaux de goudron volèrent de plus en plus serrés. Lara tourna la tête vers moi. Elle avait peur. Je pris sa main et la tirai pour nous dégager. Il fallait faire vite. Un pont de grillage bascula et on entendit aussitôt les premières détonations. Au même instant, les canons à eau balayèrent la foule juste à côté de nous. Il y eut un mouvement de panique et en quelques secondes, les cars reculèrent et les policiers chargèrent. De toutes parts, des corps dans leur course nous heurtèrent en fuyant la main de Lara m'échappa.
Je l'entendis crier, vit arriver d'autres hommes et courut avec eux pour ne pas être piétiné. Je l'avais perdu. J'étais lancée dans le troupeau sur l'avenue qui descendait vers le port. Une fois ou deux, j'aperçus son t-shirt rouge à quelques dizaines de mètres devant moi, mais je ne pouvais pas courir plus vite. Des groupes de policiers débouchaient comme de gros insectes des petites rues où ils étaient en embuscade. Ce n'étaient plus les mêmes, ils portaient des casques et des carapaces noires, où flottait un mince brassard fluorescent. D'autres montaient à deux sur des motos sous feux éteints, remontaient les fils de fuyards. L'homme qui était à l'arrière faisait tournoyer une longue matraque et frappait les crânes et les nuques comme dans un jeu de foire. Je revis Lara, toujours devant, et gagnait enfin du terrain. Songe-nous, nous avions déjà parcouru une distance considérable et allions bientôt entrer dans la vieille ville et ses ruelles. Un piège parfait. Au moment où j'allais la rejoindre, un groupe de fuyards a surgi d'une rue perpendiculaire et coupé le passage. Un homme me bouscula, je tombai et me relevai aussitôt. Il y eut des cris, d'autres coups roulèrent sur le goudron, se firent piétiner. Puis le petit groupe se fondit dans le flot principal et m'emporta. Dans la vieille ville, je n'avais plus que les muscles et la peur. Surtout ne pas tomber, courir entre ceux qui courent et tourner avec eux dans les ruelles. J'étais tout entier concentré sur les trottoirs, les panneaux et les marches qu'il fallait éviter. Mes poumons allaient exploser, mais une force que je ne connaissais pas m'entraînait à une vitesse folle. Derrière nous, j'entendais les motos de la police nous chasser comme des cavaliers avec leurs sabres. J'entendais les moteurs monter en régime pour charger, et mes pieds volaient devant moi. Je courus ainsi jusqu'à ce qu'une jambe accroche la mienne en tournant dans une rue couverte, et que je tombe à nouveau. En me relevant, j'aperçus Lara, pliée en deux et les mains sur son genou blessé. Elle avait peut-être été emportée par le même flot que moi. Elle cria « Couche-toi !» Je tournai la tête. L'homme à l'arrière de la moto leva le bras, fit voler sa matraque et m'atteignit au visage à pleine vitesse. Tout devint un rouge éclatant qui fusa devant moi dans un noir infini. Je sentis encore mon crâne heurter les pavés, cela fit un bruit mat. Le rouge fit une nouvelle apparition, douce et timide, puis plus rien. Ici, je l'ai remarqué tout de suite, les chambres sont pleines de bruit, celui des chariots et des voix qui tournent dans les couloirs. C'est ce bruit qui m'a réveillée la première fois, et j'eus envie de me rendormir. À la fin, dans mon sommeil, j'entendais tout, ce que disaient les gens qui venaient dans la chambre. Ils parlaient comme si je n'étais pas là. Je ne comprenais rien et je n'ai pas ouvert les yeux malgré l'envie que j'avais de leur réclamer une couverture. J'ai eu froid longtemps. Un jour, après plusieurs essais, je me suis réveillée pour de bon et le bruit est sorti de la chambre pour retourner dans le couloir. Je n'étais pas seule. Un homme dormait dans le lit à côté du mien, une perfusion dans le bras et des tuyaux dans les narines. J'ai regardé les appareils qui m'entouraient, senti les bandages autour de ma tête. Je voulus me lever, mais c'était impossible. Sur ma table de nuit, il y avait un petit cœur en pâte à sel, un cœur peint rose et bleu que Lara m'avait offert quand nous habitions ensemble et qui avait fini dans un tiroir de notre ancien appartement. Je ne l'avais pas vu depuis 10 ans. Il était toujours aussi beau, même si les couleurs avaient passé, simple comme un cœur d'enfant. Je me rendormis en la regardant. Un autre jour, elle était là. L'infirmière qui l'accompagnait lui sourit et sortit sans un mot. Elle se pencha et demanda si je me sentais bien. Je fis oui en fermant les yeux. Elle me dit surtout de ne pas parler. Ce n'était pas grave si je ne disais rien. Elle dit encore qu'il fallait que je me repose, qu'elle était là et qu'elle reviendrait si je voulais. Je fermai à nouveau les yeux, elle se rassit dans le fauteuil près du lit et je me rendormis. Puis elle revint le lendemain et les jours suivants. Elle parlait peu, posait peu de questions, sauf pour savoir si j'avais mal ou pas. Je répondais seulement par oui ou par non. Parler me faisait trop mal. Elle appelait alors une infirmière pour adapter le débit de la pompe à morphine ou celui de la perfusion, et la portait et vidait le bassin, humectait mes lèvres. Puis elle s'asseyait, prenait ma main et je sombrais dans un sommeil délicieux. Je fis des progrès. On avait débranché la ventilation et je pouvais parler un peu sans que ce soit trop douloureux. J'appris qu'elle avait eu du mal à me retrouver. Elle avait visité les hôpitaux de la ville, puis ceux de la région, et m'avait découvert ici, dans cette ville de montagne, au nord du pays, où elle avait pris une chambre d'hôtel pour que je ne sois pas seule. Ce soir-là, dit-elle, le soir de la manifestation, la police l'avait embarquée, alors que j'étais encore par terre dans une flaque de sang. Elle avait vécu plusieurs jours avec cette image. Personne n'avait pu ou voulu la renseigner, et elle m'avait cru mort. Je n'étais pas passé loin, disait-elle, c'était un miracle. Le médecin lui avait confié tout à l'heure que je sortirais dans quelques semaines. Quand elle était arrivée ici la première fois, j'étais en soins intensifs dans un autre bâtiment. En sortant, elle avait appelé l'ambassade, puis son beau-père, à qui elle n'avait pas parlé depuis des années, pour attaquer la police en justice. Puis elle avait abandonné. Elle resta silencieuse un moment et ajouta « C'est ma faute, je n'aurais pas dû t'embarquer dans cette histoire. » Elle se mit à pleurer, la tête posée sur le bord de mon lit. Je la rassurais, elle n'y était pour rien, j'étais libre, tout à fait libre. Et puis j'étais résistant, l'homme le plus résistant du monde. La preuve, j'étais revenu d'entre les morts. C'est bien ce qu'avait dit le médecin. Elle sourit, ne dit rien, mais des jours plus tard, à la veille de ma sortie, et avant de rentrer dormir une dernière fois à l'hôtel, elle demanda « Tu es revenu pour voir ton fantôme, comme tu me l'as dit un jour sur le port, pour te débarrasser de lui et qu'il cesse de te hanter ?» Elle s'arrêta un instant.
Tu veux qu'il te laisse tranquille maintenant ?» Je la regardais, étonnée qu'elle se souvienne des mots exacts de notre conversation. Disons que ça dépend de ce que dira le fantôme. Moi, je resterai bien avec lui ce soir et même demain, s'il veut encore de moi. C'est à lui de choisir. Son visage s'éclaira. Elle se pencha, m'embrassa sur la bouche pour la première fois depuis toutes ces années. M'embrassa à me faire mal et ce fut comme si elle m'avait réveillée d'un long sommeil et délivrée des rêves. Les lumières du couloir se sont éteintes et nous sommes restés longtemps à nous serrer l'un l'autre, ensemble enfin dans la violence, dans la noirceur, mais aussi dans l'infinie beauté de la vie.